Klaus Barbie est un commandant nazi exilé en Bolivie. Il est poursuivi devant les assises françaises en 1987 pour crimes contre l'humanité pour avoir, de 1943 à 1945, organisé 3 rafles de juifs, tziganes et résistants, dont la tristement célèbre rafle des enfants d'Isieux, afin de les conduire vers la solution finale. Son avocat est Jacques Vergès, avocat réunionnais connu pour sa verve acide et son engagement anticolonial. Le procès de Klaus Barbie aux assises de Lyon est le premier de l'histoire à être intégralement filmé et retransmis en direct à la télévision. Plus de 132 parties civiles se sont constituées, majoritairement des associations juives, qui auront la parole pendant plus de 2 mois. Conscient que son client sera inexorablement condamné, Jacques Vergès va développer une défense en rupture, c'est-à-dire qu'il va dénier à la juridiction toute légitimité à juger son client. Vergès rappelle que l'infraction de crime contre l'humanité est apparue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, soit postérieurement à la commission des faits par Barbie. Surtout, Vergès fait appel à un confrère du barreau de Congo-Brazzaville et un autre confrère du barreau d'Alger, et ensemble, ils invitent la France à déconstruire sa prétention à l'universalisme pour regarder en face ses propres crimes contre l'humanité, jamais jugés jusqu'à présent. Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les jurys, j'interviens en défense de Klaus Barbie, poursuivi pour avoir, durant l'occupation allemande de 1943 à 1945, organisé sur le sol français, en sa qualité de commandant nazi, 3 rafles de juifs, tziganes et résistants, dont la rafle des enfants d'Isieux, afin de les conduire vers la solution finale. Vous devez juger si Klaus Barbie a commis des crimes contre l'humanité, une incrimination créée après la guerre, en 1945, dans le statut du tribunal militaire de Nuremberg. Je voudrais tout d'abord, au nom de la défense unanime, et quand je dis unanime, c'est avec l'aval de notre client, nous incliner devant la lutte des résistants. Et quand nous le faisons, personne ne peut nous contester ce droit. Car les peuples africains ont été les premiers engagés dans ce combat, et moi-même, j'y ai passé ma jeunesse. Nous voudrions nous incliner devant la souffrance des Juifs et des Tziganes, et personne ne peut nous contester ce droit, car le racisme, figurez-vous, nous savons ce que c'est. Nous nous inclinons devant le martyre des enfants d'Isieux, parce que nous portons le deuil des enfants algériens et que nous ne séparons pas, dans la mort, les victimes. À Nuremberg, nous dit-on, c'est l'humanité qui se présentait en accusatrice. Singulière humanité à tout le moins, humanité qui regroupait les seuls vainqueurs, mais pas tous les vainqueurs, puisque les peuples colonisés s'en trouvaient exclus, alors même qu'ils y avaient 2 fois leur place, à la fois comme héros et comme victimes. Pour parler au nom de l'humanité, il faut au moins être son émanation véridique et vérifiable, pouvoir parler au nom de tout homme. Comment peut-on se présenter comme mandataire de l'humanité sans la majorité des hommes qui la constituent? Intellectuellement, cette contradiction ne se surmonte pas. C'est pour cette raison que la présence à cette barre, au cours de ce procès symbole, d'une défense symbolique des peuples colonisés s'imposait. Mon confrère Bemba du Congo-Brazzaville a d'abord examiné devant vous la notion de crime contre l'humanité appliquée au nazisme à l'aune de 2 exemples. Celui de la construction du chemin de fer Congo-Océan en 1930 au Congo-Brazzaville, où les forces coloniales françaises ont réservé à quelques 130 000 travailleurs forcés africains et chinois des traitements inhumains, causant la mort de plus de 20 000 d'entre eux, les faisant travailler 15 jours, 20 jours sans manger ni boire, faisant 502 km à pied, se dirigeant droit vers la mort, dans le seul but de construire une ligne de chemin de fer permettant à l'État français d'acheminer café, caoutchouc, or, ivoire vers l'Europe. Ne pensez-vous pas que ce traitement-là, en 1930, a pu inspirer ceux qui ont triomphé en Allemagne dans les années 1933 ? Hitler a dit lui-même qu'il allait coloniser l'Europe.
le mot n'est pas de lui, la colonisation. Il l'a emprunté quelque part. Mais où? Mon confrère Demba vous a aussi parlé du massacre de milliers de travailleurs forcés malgaches par les forces coloniales françaises lors de la tentative d'insurrection de 1947. 1947, un an après Nuremberg. Avons-nous nous-mêmes tiré les leçons pour que ce qui s'est passé en 39-45, pour que le jugement de Nuremberg serve à quelque chose? Enfin, mon confrère Bouaïta du barreau d'Alger a évoqué le massacre de 3500 réfugiés palestiniens à Sabra et Chatila, perpétré à la hache par des miliciens libanais invités par l'État d'Israël, il y a 5 ans à peine. Y aura-t-il un procès pour crime contre l'humanité à l'encontre de l'État d'Israël? Dans le cas de Klaus Barbie, je dirais que, pour un observateur impartial, mais y a-t-il des observateurs impartiaux? Les horreurs ne se situent jamais dans un seul camp. Toutes les parties prenantes à un conflit en commettent, les uns beaucoup, les autres beaucoup moins. Mais c'est le vainqueur qui écrit l'histoire. C'est le vainqueur qui instruit le dossier, qui notifie et distribue les chefs d'inculpation. Cela doit être dit. Ce n'est offensant pour personne. Mais dès lors, cette notion de crime contre l'humanité, si elle n'étend pas son champ à toute la planète, si elle reste orientée comme une arme uniquement vers le passé, devient en effet, risque de devenir, une arme de propagande par laquelle le vainqueur s'attribue toutes les valeurs humaines, les nie à ses voisins, et s'efforce de prolonger à jamais dans les âmes le succès remporté par les armes. Plus de 40 ans après la capitulation de l'Allemagne, vous avez le mandat moral de juger au nom de l'humanité tout entière, alors que vous ne représentez que le seul droit français, le seul peuple français, la seule République française. Ceci vous montre à quel point votre tâche devient une tâche exceptionnelle et qu'elle requiert de vous une attention plus grande à la décision que vous allez rendre, une plus grande prudence, une plus grande circonspection. Et c'est à cela que la défense a voulu vous appeler aujourd'hui. Parce qu'autrement, si vous oubliez cela, vous parlerez au nom de l'universel, mais vous ne représenterez que des intérêts particuliers. On m'objectera Nuremberg et son tribunal. Je réponds, cet ordre juridique-là, en droit, en vrai droit, ne vaut rien. Il est, vous le savez, contestable. Des voix autorisées l'ont contesté. Mais nous pouvons admettre cependant, même si l'adjectif fait intrinsèquement injure au droit, sa valeur circonstancielle ou provisoire, que dans l'élan de la victoire si durement payée, que dans le poids des souffrances accumulées, la découverte horrifiée des camps et des charniers jusqu'alors si mal connus de tous, ce tribunal d'exception ait eu, à ce moment-là, sa place et son rôle. Peut-être. Mais le principe sur lequel repose notre ordre juridique est la non-rétroactivité de la loi pénale. N'oubliez pas que Klaus Barbie, dans son lugubre travail, celui d'une armée d'occupation, avait la légalité pour lui. Il avait pour lui la légalité française, 3 fois, hélas, que la légalité ait été ultérieurement déclarée illégale. Ça ne change strictement rien pour lui. Le comble serait qu'il soit fait reproche à Barbie, petit officier allemand, de n'avoir pas rejoint le général de Gaulle. Décidément, comme ce concept de crime contre l'humanité paraît obscur, chargé d'équivoques. L'humanité n'est pas une addition d'hommes, de pays, de circonstances. Elle est une condition, elle est un principe. L'humanité, c'est l'humain. Quand des voyous torturent et assassinent une jeune femme, ils atteignent l'humanité tout entière en elle, et nous sommes tous partie civile. C'est déjà un crime contre l'humanité. Point n'est besoin que les assassinés se multiplient. De même, si les garanties, les droits, les protections accordées par la société civile à toute personne humaine manqueraient par arbitraire au seul Klaus Barbie, toute l'humanité aussi se trouverait atteinte.
Ce procès, organisé 45 ans après les faits qu'il examine, enfreint le droit ordinaire. Nous plaidons pour l'évidence. Une conception de l'humanité qui serait réduite aux seuls vainqueurs blancs européens et nord-américains de la guerre ne constituerait pas un progrès vers quelque ordre pénal international plus attentif aux droits, comme on aimerait vous le faire croire. Elle incarnerait bien au contraire une régression vers le désordre primitif, où il n'existe d'autre justice que la vengeance, d'autres droits que celui du vainqueur, d'autres critères que la force. En l'élevant au rang de devoir et de charge imprescriptible, dont l'accomplissement n'aurait à s'encombrer d'aucune des restrictions imposées par le droit commun. On ne changera jamais la vengeance en justice, mais on rabaisse la justice en vengeance. Et ce procès l'illustre tristement. Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs, j'aimerais terminer par un espoir. J'espère qu'au terme de ces débats, pour lesquels toutes les parties sont tombées d'accord pour dénoncer la cruauté du nazisme, peut-être commencerons-nous à extirper en nous les restes du racisme, pour que demain, tous les opprimés, tous ceux qui ont souffert du racisme, juifs, arabes, noirs, résistants, vietnamiens et autres, nous puissions faire front et nous présenter devant noirs, résistants, vietnamiens et autres, nous puissions faire front et nous présenter devant tous les régimes qui appliquent des politiques identiques, chacun avec sa pancarte, qui est la pancarte des enfants d'Isieux, qui est la pancarte de Madagascar, du Congo-Brazzaville, de Sabra et Chatila, chacun avec la pancarte manifestant le massacre, pour dire à ces régimes une seule phrase: plus jamais ça.